la part contributive de la colonie du Sénégal, votée avec acclamation par l'Assemblée élue et délibérante, s'est levée à 1 million. Nous voyons tous pourquoi il est bon de construire l'histoire ensemble. Et pour cela, nous comptons sur notre gouvernement et la coopération entre la France et le Sénégal pour que l'histoire retienne ce geste de 1926, hautement apprécié par la France à des moments difficiles de son histoire. Cette période est dite celle de la dévaluation Poincaré. La livre sterling, qui valait 100 francs en 1924, atteignit les 243 en juillet 26. La contribution de notre colonie et celle du chef de notre communauté a quand même contribué aux différentes stratégies pour le relèvement du franc. Une mention spéciale lui a été décernée, cette fois en lieu et place d'acte de reconnaissance. Cette période est dite celle de, à présent, ce qui reste à faire et qui nous préoccupe tant, c'est la déclassification des archives. Je le dis devant Monsieur le Premier ministre, qui est un ancien membre de cette Hizb ut-Tarqiyyah. Nous avons développé ensemble la gestion des membres de Hizb ut-Tarqiyyah en 1989 avec le fameux logiciel Clarion que vous connaissez. Il était un grand spécialiste de Oracle. À présent donc, ce qu'il reste à faire et qui nous préoccupe tant, c'est la déclassification des archives. La métropole a certes laissé une abondante documentation, mais je ne sais pas s'il est permis de le dire, c'est un peu comme de la triture. Car, avec le rapatriement lors des indépendances, ce sont toutes les archives des administrations ayant exercé des fonctions de souveraineté qui ont été enlevées. Il s'agit des fonds des gouverneurs, des résidents et des préfectures. Seules les archives de gestion ont été laissées sur place et ceci est confirmé par l'ANOM, Archives nationales d'outre-mer. Après toutes ces stratégies bellicistes, il faut ranger dans la logique de la métropole et de la colonie. Les deux parties entretiennent aujourd'hui le peuple et de leur culture. Il est normal que la paix s'en soit suivie ainsi qu'un respect mutuel exemplaire des droits de chacun. De nos jours, la plupart des métropoles ont compris cela et ont assoupli le régime de communicabilité des archives, sachant que si on fait l'histoire ensemble, l'inaccessibilité aux archives communes par les parties détentrices ne se justifie pas, eu égard aux besoins de l'ancienne colonie de mieux connaître cette histoire. Nous reconnaissons que c'est compte tenu quelquefois de leur grand intérêt et de leur sensibilité et leur valeur inestimable qu'elles sont gérées dans l'intérêt diplomatique des deux pays. Les archives publiques de France, en France, sont, sous réserve de l'article L213.2 du Code du patrimoine, de prime abord communicables de plein droit. Mais dans le droit français, l'accès à ces archives s'exerce dans des conditions définies dans les documents administratifs à l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ces mêmes dispositions ont mis en place la commission chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques. Nous reconnaissons que le droit a été donc méticuleusement élaboré pour éviter toute dérive sur la question. Pour cela, nous méditerons seulement sur deux passages extraits des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba à son départ en exil. Je cite, « Dieu a décrété en l'an 1313 de l'Hégire 1895, ce qui dans mon cœur fut déjà mon ambition en 1301 de l'Hégire. » En examinant ce vers tiré de ses carnets de voyage, on s'aperçoit que c'est une décision voulue par le Tout-Puissant qui a motivé son exil. Et de par cette grandeur, il ne voyait pas la décision du conseil privé comme motif principal. Il s'en est plutôt félicité et c'est le deuxième passage qui l'explique davantage. Je cite, « Et en cela ma délivrance en l'an 1313 de l'Hégire 1895 de toute attache en dehors de Dieu pour servir le prophète.
L'exil est pour lui une consécration dans le service qu'il a rendu au prophète, son maître, son bien-aimé. Comment peut-on considérer ce qui lui est arrivé comme une délivrance et donner l'importance au conseil privé? Il a dû accepter la décision avec une très grande philosophie. Il le dit dans un autre passage du même texte des carnets de voyage, à savoir, c'est Dieu, et Dieu exclusivement, qui a inspiré le dessein dans les cœurs de ceux qui furent les auteurs de mon internement en cette même année 1313 de l'Égypte 1895. Le Coran nous dit, les gens s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve leurs prédécesseurs. Ainsi Dieu connaîtra ceux qui disent la vérité et ceux qui ne disent pas. L'épreuve est donc le baromètre avec lequel le Seigneur Tout-Puissant mesure la sincérité de la foi, à l'instar du groupe de Mecquois convertis à l'islam et qui, en rejoignant le prophète à Médine, ont été rattrapés par les polythéistes qui leur infligèrent beaucoup de préjudices. Cheikh Ahmadou Bamba se preux, ce magnanime, est celui qui, à l'image des pionniers, a eu une foi inébranlable. La conviction en la délivrance a toujours été, sa conviction en la délivrance a toujours été intacte. À présent, permettez-moi d'ouvrir une fenêtre sur les 40 ans de Hizb ut-Tarqiyyah, afin de m'acheminer directement sur l'hommage qu'on lui doit. Il y a aujourd'hui une raison suffisante pour parler des 40 ans d'existence de Hizb ut-Tarqiyyah, 1976-2016. Né en 1976 à l'Université de Dakar, entre la cité universitaire et les facultés, le Daïra des étudiants mourides devenu Hizb ut-Tarqiyyah comptait en surabondance une génération fraîche, encore fraîche, issue de mai 68, caractérisée par une remise en cause de l'autorité de l'État à cause des révoltes de nature sociale, culturelle et politique. Quant à nous autres du Daïra des étudiants mourides, qui sortions du lot pour remédier à nos crises spirituelles, morales et identitaires, afin de retrouver notre personnalité musulmane, le système en place nous voyait de notre œil, n'appréciait pas à sa juste valeur la référence que nous nous étions choisis en la personne de Cheikh Ahmadou Bamba. L'autorité temporelle voyait plutôt en nous des intellectuels qui, avec la puissance du mouridisme et le nationalisme de Cheikh Abdoulaye à l'époque, notre mentor, intellectuel qui pouvait donc cacher des intentions politiques. Malgré son entrisme hautement professionnel, avec toute une hiérarchie de surveillance clandestine ou à drapeau déployé, le système finit par comprendre qu'en dehors de la motivation de reconnaissance identitaire, le Daïra des étudiants mourides a contribué à aider la jeunesse à ne pas être étrangère à elle-même ou à préférer autrui à elle-même et les pousser plutôt à se préoccuper de leur salut ici-bas et dans l'au-delà. Cette entité, le Daïra des étudiants mourides devenu Hizb ut-Tarqiyyah, était complètement indifférent à toute entreprise de prise de pouvoir, de loin de toute autre idée de renverser un quelconque gouvernement. Hizb ut-Tarqiyyah a donc su résister, comme vous l'imaginez, à tout ce qui le privait de ses propres valeurs et à tout ce qui tentait de lui faire assimiler d'autres valeurs. Après une série d'épreuves, l'entité a connu une période d'accalmie, d'introspection et de retrait, et cet éloignement des rivalités et des cultes de positionnement qui sont source de suspicion, de coups bas, de préjugés, de conspiration. Tout cela nous a valu ce fameux certificat d'affranchissement, à savoir Ken Degoulen Chedara, Jote Unyo Ken Dara, ce qui au finish a abouti au consensus qui consiste à dire Serigne Birek la ñuy liggéeyal. Il est quand même bon de rappeler que cette posture ne manque pas de signification, car nous n'avons fait que jouer notre partition dans cette œuvre d'indépendance derrière celui qui nous a libérés, nous les pauvres otages connus sous le nom d'assimilés. C'est avec ce certificat d'affranchissement que nous avons choisi des cadres d'assimilation de nos valeurs culturelles de base, hors des facultés et hors du campus, par le respect au statut provisoire qui pesait sur les franchises et les libertés universitaires. Et tout cela, ngir bañ a jotee ak kenn dara. Pour ne pas avoir des démêlés avec qui que ce soit. Cela constitue également une valeur de progrès. Comme vous le savez, l'organisation dénommée Daïra n'est pas reconnue par notre constitution. Pour avoir un statut, il fallait être une association.
et avoir un statut juridique. Cependant, Hizb ut-Tarqiyyah a toujours préféré fondre son statut dans celui du mouridisme, que rien ne peut dissoudre. Puisse Dieu, par la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba, accorder à l'ensemble des daïras mourides et aux daïras de nos confrères musulmans de toutes les familles religieuses du pays un statut juridique leur ouvrant la voie légitime à l'obtention de comptes bancaires, de titres de voyage, ainsi que bien d'autres droits et légitimités, et ce, sans avoir besoin d'user de beaucoup de gymnastique pour esquiver les blocages. Après les épreuves, c'est la délivrance. Dit l'adage, le daïra des étudiants mourides n'a pas échappé à la règle. J'évoquerai celle qui s'abattait sur nous dans le contexte de la renaissance islamique des frères musulmans, dont les caisses de résonance foisonnaient à travers le monde. Ils constituaient une organisation pan-islamique à leur début, mais vers les années 80, ils eurent des ambitions politiques et pan-arabes. On se rappelle du premier président de la République, M. Léopold Sédar Senghor, qui évoquait souvent l'éveil islamique en disant « l'islam d'Afafiti ». Il en parlait non pas en simple politique ou en bon chrétien, mais par la voix de quelqu'un qui était disposé à accuser pour réprimer, ensuite à interdire pour dissoudre. Serigne Abdou Lahad Mbacké nous a toujours protégés. Il a usé de tous les prétextes, de toutes les occasions ou situations pour multiplier et déverser les enseignements révolutionnaires de Cheikh Ahmadou Bamba, de sorte que le nationalisme et la dignité gagnaient tout le monde. Nous, en ce qui nous concernait, on oubliait mai 68, ni Hassan al-Banna, ni Saïd des Ramadan, son gendre, ni la révolution iranienne de 1968 avec leur vénéré Saïd Qutb, encore moins nos homologues étudiants du vénéré imam Khomeini, n'avaient rien de comparable avec nous. Hizb ut-Tarqiyyah, après 40 ans, confirme qu'il n'a rien de comparable avec Ennahda ou du mouvement de Mohamed Abdou ou encore de Jalaluddin Afghani, encore moins de Ennahda des printemps arabes. Hizb ut-Tarqiyyah n'a rien de réformiste islamiste. Il n'a aucun lien avec le réveil politique islamique du monde arabe, sachant qu'après la décadence des Ottomans, Ennahda se voulait bouclier à l'influence de l'Occident sur l'Orient arabe. 1976-2016, Hizb ut-Tarqiyyah a depuis février dernier 40 ans. C'est également une personnalité révolue, aussi bien du point de vue de la raison que de la maturité. C'est aussi la période qui remplit les meilleures conditions pour parachever une œuvre. C'est l'âge où nous devons être ce que nous sommes. C'est aussi pour Hizb ut-Tarqiyyah une excellente occasion de rester après 40 ans ce qu'il a toujours été. L'anniversaire des 40 ans sera dédié à Cheikh Ahmadou Bamba en action de grâce. La philosophie de l'anniversaire donc est un slogan. Nous aborderons beaucoup de sujets. Les programmes vous le confirmeront. Mais cette œuvre de vulgarisation qui propagera davantage le mouridisme, je le déclare en vous demandant de me permettre, je suis déjà debout, je croyais que je serais assis, de me lever pour le dire. Cette mission sera sans appel et ne s'arrêtera désormais jamais. On a parlé des grandes journées culturelles dédiées à Cheikh Ahmadou Bamba pour que tout le monde s'interroge sur la matérialisation du tribut de reconnaissance que nous lui devons et de s'interroger quand nous acquitterions-nous de ce tribut de reconnaissance. Le Magal ne vient que d'être décrété jour férié, chômé et payé. Certainement, il sera un jour élevé au rang de fête nationale. Pourtant, son départ en exil ne sera jamais un jour comme les autres. Chers compatriotes, nous devons à ce grand homme de la reconnaissance et non de la rivalité. Le Sénégal doit s'incliner devant lui sans tenter de le fragiliser ou de le décrédibiliser ou de le désacraliser, les piliers de ses enseignements. Il a mené une mission et transmis un message que nos caprices ne doivent pas empêcher d'être connus ailleurs. Il est un nationaliste, mais il est transcontinental. Il est un Africain, mais il est transnational. Il a créé la sainte ville de Touba, qui est un grand établissement humain devenu aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal. Une ville émergente à fonction plurielle, dans laquelle nous pouvons lui manifester toute notre reconnaissance. Cette ville, grâce au Grand Magal, a une fonction de ville pèlerinage.
et cela nécessite beaucoup de servitudes et de services d'utilité publique, liés notamment à l'énergie, à l'eau potable, à la santé, à l'assainissement, à l'hygiène, aux infrastructures routières, à la circulation aérienne, aux télécoms et à la salubrité publique. Cheikh Ahmadou Bamba nous a laissé la ville de Touba, qui est tout de... Les études intellectuelles sont souvent en parfaite adéquation avec les études religieuses. Il nous a laissé la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Et c'est autour des mosquées, à l'exemple de la plus grande d'entre elles, que se dispense l'enseignement supérieur. L'école de Touba est un label des Bousso, des Silla, des Lo, des Djahate, des Djatara, etc. Dans la même cohérence, qui parle de la Sorbonne, de Paris 3, des centres universitaires de Paris, parlera inéluctablement du quartier latin, tout comme Oxford, Cambridge et Princeton en Amérique, qui doivent leur existence et leur prestige à leur université. L'école Alimoul Khabir de Ndam évoque les grands maîtres titulaires de chaire que sont Serigne Mbacké Bousso, Serigne Dame Abdourahmane Lo et j'en passe. L'on citera encore l'école de Cheikh Ibrahim Fati de Darou Mufti, les académies de Diourbel avec des sommités telles que Cheikh Mohamed Lamine Dem, Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, Cheikh Modou Diaw Paha de Sultanul Arifin. Ces académies constituent l'école de Touba. Ils sont nombreux à être des spécialistes du Coran, des sciences religieuses et de toutes les branches du savoir. Et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Cheikh Ahmadou Bamba nous a légué une ville qui incarne un système de valeurs, une ville sans tabac, une ville sans alcool, sans jeu de hasard, une ville exempte de tout ce qui dégrade et corrompt les mœurs. Il nous a laissé la ville sainte de Touba, avec ses fonctions de ville de cure, Aïn al-Rahma, la source de miséricorde, ville de cure qui n'a rien d'une eau oxygénée, d'une simple eau, qui n'a rien des villes où l'on vient s'oxygéner, une ville loin des jouissances d'été ou des stations hivernales, une ville qui n'a rien de Miami, de San Diego ou de Los Angeles, qui n'a rien de Nice ni des hivers doux méditerranéens, mais une ville plutôt surchargée de la bénédiction de Dieu, son fondateur demandait à son Seigneur. Assimile le cœur de ceux qui boivent de cette eau à ceux des bienheureux qui possèdent la lumière. C'est une sanatoria qui donne une panacée à ses patients sans être Davos. Elle reste quant à elle une ville religieuse. Elle n'a rien d'industriel. On y achète, on y vend, mais elle ne revendique pas un statut de ville commerciale malgré son caractère florissant. Elle n'est ni une ville maritime, ni continentale dans sa fonction. Elle n'est pas une ville de route ou de gare, encore moins d'un quelconque marché local. Touba est une ville religieuse et reste strictement une ville religieuse. Cette ville n'est pas une ville forteresse ou bâtie sur un port de guerre ou une ville à fonction militaire. C'est une ville religieuse, strictement religieuse. Ce qui ne l'empêche pas d'être la deuxième métropole religieuse du Sénégal, deuxième ville du Sénégal. Cette ville qui nous a créés est une ville sans bidonville, qu'on retrouve dans les plus grandes villes du monde. Ce sont les townships chez les anglo-saxons ou les taudis. Touba est un modèle d'habitat pour les investisseurs de avec les investissements du premier acteur de développement qui est le Khalife général des Mourides, dans le lotissement et l'octroi gratuit des terrains, la viabilisation, l'adduction en eau potable, l'entretien des forages. C'est d'ailleurs le moment de magnifier l'action de l'État, en dehors de toute approche clientéliste, mais légitime pour une ville qui s'est taillée la deuxième place des villes du Sénégal. Cette ville est un exemple d'articulation des actions de l'État et des collectivités et des partenaires sociaux, d'Aïra et d'Ara, des émigrés, pour notamment réaliser des structures sanitaires, hôpital, postes de santé et éducation, des unités de recherche sur les systèmes de valeurs et les sciences technologiques, la première chaîne de télévision IP en Afrique et du Sénégal, des infrastructures culturelles, centres culturels, l'éclairage public, des infrastructures culturelles comme les mosquées, Massalikul Jinan et autres, des cimetières comme Bakia. Le besoin de la ville est aujourd'hui tel que pour être en phase avec les nouvelles techniques de gestion foncière, d'urbanisation et d'aménagement du territoire, le maître de Touba, Serigne Touba en l'occurrence, a mis avec Serigne Saliou Mbacké un dispositif géomatique. C'est un système d'information géographique qui chemine vers l'adressage et la toponymie. Nous devons en vérité de la reconnaissance à Cheikh Ahmadou Bamba. Il a enfin
fait de Touba un espace de sécurité. C'est là un débat de très haut niveau. Nous souhaitons y reposer à la fin de notre séjour terrestre. Touba est un refuge dans lequel les Mourides et ses habitants, les Toubaouis, se libèrent des contingences entendues dans le sens de ce qui n'est pas nécessaire. Touba et les Toubaouis ont très fortement des préoccupations de reconnaissance identitaire comme un droit de l'homme et des peuples. Ils ont pourtant avec leur identité, leur identité des cosmopolites, présents sur tous les espaces habitables de la planète Terre pour travailler et prier Dieu. Nous remercions nos autorités, notre gouvernement et le chef de l'État pour le pilotage de cette reconnaissance. Elle est déjà en œuvre avec l'autoroute Ila Touba, un hôpital de niveau 3 selon les normes de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la réhabilitation du transport ferroviaire, la construction d'un aéroport, l'éclairage public, l'escadron de gendarmerie avec les objectifs Touba zéro menace en violence et en criminalité, Touba zéro menace en inondation, Touba une ville jouissant des avantages et avantages géomatiques nationaux. Si nous sommes redevables, il nous faut penser en plus de l'existant, local et national, à son système d'information géographique, dédié en procédant à une maintenance de l'acquis. À défaut d'une mise à jour, il faut mettre en place une production d'une orthophotographie du Grand Touba pour une assiette de 30 000 hectares. Et là, nous interpellons les étudiants et les chercheurs. Par ailleurs, le réchauffement climatique et la récente conférence du 30 novembre au 22 décembre 2016 à Paris dénommée COP21, Touba doit faire partie des arguments qui vont justifier les attentes de Marrakech 22 en énergie renouvelable. Nous avons des projets d'énergie solaire. Nous sommes des postulants pour les énergies renouvelables. Nous voulons être des avant-gardistes, être des éclaireurs et de tout schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. C'est une vision d'un Touba en développement durable, avec un nouveau schéma de cohérence écologique et des Mourides comme une armée de la préservation de la biodiversité, de la cohérence territoriale et d'une planification urbaine dont le schéma sera plus innovant, plus réaliste et plus spécialiste, un peu détaché du schéma classique qui ne reflète pas forcément la reconnaissance que nous lui devons. C'est dire de Touba une communauté apprenante spécialisée en religion et sciences modernes et technologies, et ce fut-il même en langue arabe. Vous allez me dire que l'approche que nous préconisons pour rendre à Cheikh Ahmadou Bamba le tribut de reconnaissance que nous lui devons est celle d'une ville nouvelle. Dans ce cas, Touba sera projeté dans la vision d'une ville internationale. L'ouverture au monde dessinera une profusion de banques, une densité de télécoms, une infrastructure de santé concomitamment à la croissance de la ville, des centres ultramodernes de conférences, des structures d'accueil, tous up-to-date, un réseau de communication intercity, interconnectant les zones universitaires des espaces spirituels, les accès liés à la grande affluence du Grand Magal. Mesdames, Messieurs, pour éviter d'être long, je m'en tiens à ces propos, espérant satisfaire les attentes du public et des acteurs qui vont conduire pendant plusieurs jours l'animation des objectifs du projet. La version complète de cette allocution vous sera remise. Je vous remercie pour votre attention.